Bien, bonsoir à tous. On va commencer notre soirée. Je vais pas commencer sans évoquer la disparition de Marc Porrier. Donc, je pense que vous avez vu le message de Gabriel, une disparition qui suit celle d'Hélène Combe, qui n'était pas membre formellement de notre conseil, mais avec qui on a eu l'occasion de travailler. En ce qui concerne Marc, c'était quelqu'un de fidèle et d'assidu. On l'a vu très régulièrement dans nos travaux. Je pense qu'il aurait été là ce soir si il était toujours parmi nous. Pour ceux qui le souhaitent, vous savez qu'il y a une cérémonie mercredi à 14 heures au cimetière Parc de Nantes, au niveau du crématorium. Donc, pas facile, mais on va quand même maintenant passer à notre séance d'aujourd'hui. On aborde une thématique qui fait partie de l'aménagement urbain, ô combien, mais qui ne figure pas forcément au premier plan des documents d'urbanisme. Il s'agit de l'éclairage public, et c'est un domaine tout à fait important que nous allons évoquer ce soir avec Dany Joly, qui en est le responsable à Nantes Métropole. C'est Guylain de la Gâtinais, je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne l'ai pas vu, qui nous avait suggéré cette rencontre au titre de la réflexion du Conseil sur les questions de patrimoine. L'éclairage public, ce n'est pas simplement le réverbère sur lequel on s'appuie de temps en temps, ou qui sert de repère pour donner un rendez-vous. C'est une politique d'ensemble qui touche à la fois la vie quotidienne des habitants, mais aussi l'attractivité de la ville. Quand on parle d'éclairage public, on parle aussi bien de tourisme, avec la mise en valeur de la ville et de son patrimoine, que d'environnement, ou encore de sécurité. Et encore, de nouvelles technologies aussi, puisque le numérique trouve là un champ nouveau d'application. La question de l'éclairage urbain, c'est aussi celle de la vie nocturne, pour laquelle les nouveaux élus ont décidé d'engager une réflexion qui va trouver sa première concrétisation avec la création d'un conseil de la nuit. L'éclairage urbain, c'est enfin la question de la performance énergétique dans un contexte financier de plus en plus contraint. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous a paru intéressant d'inviter Dany Joly pour, si je peux me permettre un jeu de mots, éclairer cette question à Nantes, au moment où s'engage la concertation sur l'élaboration du PLUM, du plan local d'urbanisme métropolitain. C'est un thème qui mérite attention, et en votre nom, je le remercie d'avoir accepté notre invitation. À vous la parole, on vous écoute attentivement pour une présentation et ensuite un débat. Merci, Monsieur Audic. La présentation que je vais vous faire, donc c'est issu de tout un tas de présentations que je fais ici ou là. La dernière, c'était à l'école nationale d'architecture de Nantes. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le déroulé que je vous propose. Hein. D'abord, une petite présentation, mon parcours, comment je suis arrivé dans la lumière, hein, les activités. L'éclairage public en France, vous donner quelques éléments de chiffres, hein, comment se place l'éclairage public au niveau national. Après, un zoom sur Nantes Métropole, bien entendu. La réglementation qui entoure le domaine de l'éclairage, hein, les codes, les normes, les lois, les règlements, mais on va y passer assez vite, hein, je ne vais pas vous saouler avec ça. Les différents documents de référence, hein, c'est vrai qu'en urbanisme, on parle de plumes, on parle de schéma directeur quelconque, etc. Donc dans l'urbanisme lumière, il y a aussi des documents, des plans lumière, le schéma directeur d'aménagement lumière. Et je vais vous parler du SCAL, qui est un document nantais, enfin Nantes Métropole. Quelques publications qui sont intéressantes à regarder, à découvrir. Les différents guides internes que nous avons élaborés pour construire la politique publique de l'éclairage public à Nantes Métropole. Un nouvel outil que nous venons d'acquérir, c'est un orthophoto-lumino-plan. Donc je vous dirai ce que c'est après. Les constituants d'une installation d'éclairage public. Hein, comment fonctionne l'éclairage public, on est alimenté par ERDF, on a des contrats d'énergie, il y a du réseau aérien, souterrain, des lampadaires, des tranchées, des câbles. Il y a tout un tas
d'éléments techniques. Ensuite, la lumière au service de notre cité et des citoyens. Bon, un petit laïus là-dessus. Voilà. Donc, pour me présenter, moi, je suis arrivé dans l'éclairage public tout à fait par hasard. Hein. Bon, j'ai fait mes études à Nantes. J'ai fait un BTS électronique au lycée d'Yvette. Suite à ce BTS, j'ai passé un concours à France Télécom parce que je voulais... j'étais plus dans la sûreté de l'emploi, donc je suis parti à Paris pendant 4 ans dans un central téléphonique. Et puis un jour, un copain m'appelle, me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de revenir dans l'Ouest ?» Je suis natif de Vendée, forcément que ça m'intéressait. Donc je suis revenu postuler à la ville de Nantes au service signalisation lumineuse, donc pour les carrefours à feu. Et puis en arrivant à l'entretien, on me dit finalement, ce n'est pas pour le service signalisation lumineuse que vous venez, ce sera pour le service éclairage public. Est-ce que ça vous intéresse? Évidemment, je n'ai pas fait la fine bouche, je ne connaissais pas l'éclairage public, je ne savais pas que ça existait, je pensais que c'était EDF qui s'occupait de tout ça. Que nenni, c'est un service de la collectivité. Donc j'ai été recruté à Nantes en disponibilité pendant 2 ans. Et après, j'ai été intégré au service éclairage de la ville de Nantes, en 89. Et puis, en 2000, j'ai suivi des cours internes pour passer le concours d'ingénieur. Je suis devenu ingénieur en 2001, au moment de la création de la communauté urbaine. Au préalable, j'étais responsable du service du bureau d'études. Et puis, en passant à Nantes Métropole, je suis devenu responsable du service éclairage public à Nantes Métropole. Donc en 2001. Et puis depuis 2001, j'ai pris des responsabilités au niveau de 2 associations. Une association qui est l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux de France, hein, qui regroupe tous les ingénieurs, enfin ceux qui veulent adhérer bien entendu, hein, des collectivités territoriales. Et je suis animateur régional du groupe Éclairage Public. On n'a pas fait grand-chose encore aujourd'hui, mais bon, je suis un des référents au niveau régional et je suis en relation assez permanente avec le référent national qui anime le groupe Éclairage Public au niveau du national. Au niveau et l'autre association pour laquelle je travaille, enfin j'œuvre, c'est l'AFE, l'Association française de l'éclairage. Donc c'est une association qui a été fondée en 1930, qui compte à peu près 1000 adhérents, et on trouve différents profils d'adhérents. On a des médecins, des ophtalmos, des architectes, des distributeurs de matériel, d'énergie, des ingénieurs de collectivités locales, des décorateurs, installateurs, fabricants, distributeurs, etc. Donc avec un gage, avec tout ce panel, un gage de neutralité. Il y a 14 centres régionaux, dont le centre régional Ouest-Atlantique, qui couvre les Pays de Loire, donc les 5 départements. Et depuis 2009, j'en suis le président régional. Donc j'anime un comité régional de 24 membres aux dernières élections. Et on œuvre pour l'AFE au niveau régional en lien avec Paris. L'AFE, c'est aussi un comité junior qui est récent, hein, qui a peut-être 1 an ou 2 ans, où ce sont les personnes de moins de 30 ans qui peuvent être adhérents à ce comité junior. C'est surtout pour faire connaître toutes les filières de formation, de professionnalisation en matière d'éclairage. Alors, quand je dis éclairage au titre de l'AFE, c'est aussi bien éclairage public qu'éclairage intérieur, qu'éclairage naturel. C'est tout ce qui concerne l'éclairage. Adossé à ce centre, à l'AFE, il y a un collège santé, que je vais décrire après. Et puis nous sommes les interlocuteurs éclairage privilégiés pour les organismes d'État et la filière économique. Donc auprès du syndicat de l'éclairage, auprès de l'AFNOR, des organismes comme ça. Notre devise, c'est éclairer juste. Donc c'est comme il faut, quand il faut, au bon moment, enfin avec tout ce qu'il faut pour éclairer correctement. Aujourd'hui, c'est présidé par Michel Franconi. Depuis là, il attaque son 2e mandat. Et puis, il y a un site internet que je vous invite à aller découvrir, hein, www.afe-éclairage.fr.
Donc le collège santé, son rôle, c'est accompagner l'évolution technologique lumière au regard de l'humain et de son bien-être. C'est vrai que l'humain était remis vraiment au centre de la problématique de l'éclairage, son épanouissement environnemental et social, son accessibilité aux déplacements en ambiance de basse luminance, naturelle, la répercussion sur sa vision et sa santé. Il faut savoir que la population vieillit, qu'on va passer des stades de proportion de personnes vieillissantes assez importantes dans les années à venir. Donc il est important que l'éclairage se soit adossé à ce collège santé. Aujourd'hui, il est présidé par Christian Corbet, qui est président d'honneur de l'AFE, professeur d'ophtalmologie et de physiopathologie sensorielle, aéronautique et spatiale. Donc c'est un voisin, il est breton, donc on a eu l'occasion de le faire venir lors de conférences que nous avons organisées en région. Alors après il y a toutes les personnes de différents horizons, bon, je ne vais pas tous les lister, mais on a département de chronobiologie, muséum d'histoire naturelle, professeur d'ophtalmo à l'université Pierre et Marie Curie. On a Cyril Chin qui est président du comité CIE France, Commission internationale de l'éclairage, qui est aussi chargé d'études au CEREMA. Voilà, plein de personnes que vous pourrez éventuellement regarder par la suite. On a le professeur José Sahel, qui est professeur d'ophtalmologie à l'université, et qui il est directeur de l'unité INSERM U592, physiopathologie cellulaire et moléculaire de la rétine, à l'Institut de la Vision à Paris. Donc l'Institut de la Vision, c'est un centre que je n'ai pas encore visité, mais apparemment c'est très intéressant à voir. Ils ont créé un street lab, c'est-à-dire un laboratoire de rue, où on peut simuler des aménagements d'espaces publics pour voir le comportement des personnes à basse vision. Et il y a la même chose pour les appartements. Les appartements qui sont aménagés pour les personnes ayant des difficultés de vision. Et ce sont les entreprises qui viennent tester leurs produits, leurs aménagements, par la couleur, par la qualité de l'éclairage, par la signalisation au sol. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de cet Institut de la Vision. Donc j'espère y aller très bientôt. Comme je vous disais, donc, je suis président de la région Ouest Atlantique, avec 137 adhérents à peu près. L'AFE, c'est aussi un centre de formation. Donc il y a tout un catalogue de formations qui est disponible sur le site internet. Et 2015, c'est l'année internationale de la lumière, décrétée par l'UNESCO. Donc au niveau de chaque région, il y aura des manifestations qui seront labellisées Année internationale de la lumière. Par exemple, les conférences qui ont lieu en ce moment à l'école d'architecture sur la lumière sont labellisées Année internationale de la lumière. Donc on doit se rapprocher avec les personnes qui s'occupent de Nantes la nuit, enfin du conseil des usagers, pour voir si d'ici la fin d'année on ne peut pas avoir un événement, peut-être avec le planétarium, des choses autour de la lumière. L'éclairage public en France, alors n'hésitez pas à me poser des questions, bien entendu. Les chiffres essentiels de l'éclairage public en France, donc 5,5 TWh, donc c'est 1% de la consommation nationale, 1400 MW de puissance installée, c'est équivalent à une tranche nucléaire. Il y a 9 millions de points lumineux, avec une moyenne de 155 watts par point, qui a tendance à diminuer, parce qu'avec les nouvelles technologies, les LED, les systèmes de réduction de puissance, on arrive à baisser cette puissance par point lumineux. Il y a 3 millions de foyers en plus de 25 ans. Alors quand on entend foyer, c'est un point lumineux. On a malheureusement, les collectivités ont un taux de renouvellement à peu près de 3% par an. Donc il nous faut 30 ans pour renouveler un patrimoine. Donc il nous faut aller doucement mais sûrement. La durée annuelle optimale de la nuit, c'est 4100 heures. Donc c'est à peu près la moitié du temps. On verra ça tout à l'heure, mais ce que je dis souvent aux architectes ou aux concepteurs quand ils viennent nous présenter des projets d'aménagement, et qu'ils ne me parlent pas d'éclairage, je dis j'ai vu votre projet à 50%. Donc merci de regarder, de revoir, de compléter la partie éclairage.
Un pôle lumineux consomme 635 kWh. Bon, quand on regarde un foyer à ménage, c'est à peu près 400 kWh par an. Le budget éclairage public des collectivités, c'est à peu près 50% qui est consacré à la rénovation et aux nouvelles installations, et 50% à la consommation d'électricité et à la maintenance. La consommation d'éclairage public suivant l'ADEME, c'est 48% du budget d'électricité de la commune. À Nantes Métropole, c'est plus que ça, puisque nous n'avons pas les écoles, nous n'avons pas les gymnases, nous n'avons pas les... alors c'est plus de 70% de la consommation d'électricité de Nantes Métropole. Les ressources, on les connaît, hein, ce sont les impôts, les taxes, et puis les financements, emprunts, etc. À Nantes Métropole, donc sur les 24 communes, c'est une compétence. La compétence éclairage public est exercée entièrement par la métropole, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre d'autres métropoles. Donc depuis 2001, l'éclairage public est géré a été transféré des communes vers la communauté urbaine. Avec la métropolisation, la création des 13 métropoles françaises, Bordeaux, Toulouse, Lyon, etc., ils sont en train de réfléchir au passage de la compétence éclairage public à la métropole. Ce n'est pas une chose simple. Mes homologues, ils sont en plein sur le feu en ce moment. Aujourd'hui, la maintenance est exercée sur Nantes Métropole par 4 opérateurs privés et un public. On a un opérateur public qui exerce sa maintenance sur Nantes, Sainte-Luce, Thouars-et-Mauves et Carquefou. Et le reste des communes, c'est entretenu par des opérateurs privés du type Citeos, SPI, Bouygues, Citélum, enfin des entreprises installateurs aguerris à la maintenance. Nous avons 94 678 points lumineux. Bon, peut-être un peu plus parce que je ne sais pas de quand date le chiffre, mais il est récent. Il y a toujours des créations, des suppressions. C'est un chiffre qui bouge assez fréquemment. 1940 armoires de commande, ce qui nous fait 1940 comptages, branchements ERDF, et 1940 contrats d'énergie. Donc une facture d'électricité assez importante. On a 5,5 millions d'euros de budget d'électricité en éclairage public. Et puis on nous annonce des augmentations de tarifs de 30% d'ici 2017. Donc c'est un enjeu important. Il faut qu'on maintienne notre niveau de budget de fonctionnement, donc en faisant de l'optimisation énergétique de nos installations. Donc ce sont des enjeux très importants. En termes d'organisation, donc nous avons une fusée à 3 étages, pour être assez simple. Il y a 3 niveaux. Il y a le service autorité organisatrice centrale, un peu comme dans les transports urbains. Dans les services urbains, il y a toujours une autorité organisatrice centrale. Les 7 pôles de proximité, donc ce sont des entités territoriales qui ont toutes les missions de Nantes Métropole au niveau d'un territoire qui couvre plusieurs communes et ou des quartiers de Nantes. Et puis des opérateurs de maintenance qui assurent l'entretien. Donc la responsabilité du service, alors je suis au service EPIS, éclairage public et infrastructures de communication électronique. Alors les infrastructures de communication électronique, ce sont les fourreaux et les chambres de tirage qui servent à dérouler des câbles pour les opérateurs de télécommunications. Donc ça, c'est une autre partie de notre activité. En éclairage public, on assure la responsabilité de la stratégie lumière. Donc comment est-ce qu'on éclaire sur l'ensemble du territoire? On n'éclaire pas de la même façon dans le centre-bourg de Vertou que dans le quartier Port-Boyer, que dans le centre-ville de Nantes. Donc il y a une stratégie à définir. Et la stratégie patrimoniale, c'est comment est-ce qu'on met en place les outils pour connaître l'état du patrimoine. D'abord connaître le patrimoine, connaître son état et comment est-ce on s'organise pour assurer la maintenance, l'exploitation et la rénovation du patrimoine. Alors on s'appuie sur les 7 pôles qui ont le rôle principal d'exploitant et qui font appel, chaque pôle fait appel ensuite à la maintenance du patrimoine. Voilà. Alors l'exploitant, lui, il doit donner des autorisations d'accès aux ouvrages, notamment aux entreprises qui interviennent sur le réseau. Et ils assurent la maintenance évolutive. Donc quand il y a un permis de construire, par exemple, il faut modifier le réseau. Ce sont les exploitants au niveau de chaque pôle qui interviennent.
Bon, voilà une cartographie des correspondants, hein. Il y a 2 personnes par pôle qui ont le rôle d'exploitant. C'est en place depuis janvier 2014, donc maintenant on s'appuie sur cette structuration, cette déconcentration de responsabilités pour assurer la politique publique de l'éclairage public. Là, on a l'opérateur public, hein, le territoire, c'est l'opérateur, la partie verte, et puis le reste, ce sont des opérateurs privés, hein, dans lesquels aujourd'hui on a Citelium, Ineo, Bouygues et SPI. Les types de lampes que nous avons sur Nantes Métropole aujourd'hui, nous avons essentiellement de la sodium haute pression, hein, c'est ce qui éclaire orange, ce que vous voyez dans les rues un peu partout. Très orangé, parce que bon, c'est une lampe très efficace, qui n'a pas un IRC, un indice de rendu des couleurs très, très valorisant, mais qui permet d'assurer la tâche visuelle basique de déplacement. Donc on a environ 75% même aujourd'hui de lampes sodium haute pression. Pardon. On avait à peu près en 2011, on avait encore 13 000 lampes qui étaient à vapeur de mercure. Alors c'est une lampe énergivore et qui est retirée du marché à partir d'avril 2015. Tout comme on a connu le bannissement des lampes incandescence en 2009. C'est-à-dire que maintenant, vous ne retrouvez pas dans les magasins de bricolage des lampes incandescence pour remplacer chez vous, parce que ce sont des lampes à faible efficacité énergétique. Donc, à partir d'avril 2015, on ne trouve plus ces lampes en commercialisation. On travaille sur les stocks aujourd'hui. Et puis, il y a des nouvelles sources qui existent, hein, les iodures métalliques, les LED aussi qui arrivent à grands pas. Alors ça, c'est un petit schéma que je fais voir régulièrement aux élus en commission locale, parce que les élus, quand on leur présente des projets, on leur parle de luxe, de lumen, de candela, de données, de grandeur physique. Et c'est pas toujours évident, quand on n'est pas dans le métier, de comprendre. Donc ce petit schéma pour décrire les différentes grandeurs physiques. Donc vous avez un luminaire duquel sort un flux lumineux, comme un arrosoir, hein, il y a un débit d'eau, là c'est un débit de lumière, le flux lumineux, et qui s'exprime en lumen. Ce flux lumineux atterrit sur une surface, la feuille blanche, et le loup, il fallait mettre quelque chose de rigolo, il regarde la feuille blanche, et là c'est la luminance. Donc c'est la quantité de lumière qui est renvoyée vers son œil, l'œil de l'observateur. Les éclairements, ça se mesure en luxe. Donc tout ça, ces 3 dimensions sont intéressantes à comprendre pour comprendre les différents projets que nous exposons aux différents élus. Alors les textes réglementaires, bon, on va passer assez vite là-dessus, hein, c'est les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, hein, les codes. Et il y a notamment celui-là, le code des communes, dans le cadre le pouvoir de police, l'article 131.12 ou 22.12 maintenant. La police a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment, bon, il y a du texte entre deux, l'éclairage. Donc l'éclairage est du pouvoir de police du maire. C'est le maire qui décide d'éclairer ou pas et qui doit assurer l'éclairage des espaces circulés. Bon, après, ce sont des extensions de code. C'est pour poser des luminaires sur des façades d'immeubles. Quand on veut libérer l'espace public, hein, on ne peut pas toujours mettre un lampadaire parce que le trottoir n'est pas assez large, etc. Donc on a possibilité d'utiliser cet article qui a été initié sur la ville de Paris pour poser des luminaires sur façade. Donc on demande l'autorisation au propriétaire de poser des luminaires. Si le propriétaire refuse, on peut aller jusqu'à la déclaration d'utilité publique. Bon, pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion d'aller jusque-là. Alors, il y a quelques autres codes, hein, par exemple sur la navigation intérieure. Il ne faut pas que les lumières et les projecteurs soient, comment dire, mince, je trouve pas mes mots, ne soient pas confondus avec de la signalisation de navigation. Alors, les normes et les guides, on a le système normatif, les normes. Alors, dans les normes, il y a plusieurs choses. Il y a les normes produits, comment on fabrique un produit, comment il est normalisé. La norme d'installation,
comment est-ce qu'on l'installe, comment on le met en œuvre, et les normes photométriques. Et les différents guides, les installations concernées. Alors, pour les lampadaires, les candélabres, il y a une norme européenne qui, en fonction des zones de vent, permet de dimensionner la solidité du mât pour supporter les vents extrêmes qu'on peut avoir dans certaines régions. Donc il faut qu'on tienne compte de ces installations. En norme électrique, la norme NFC 1500, ce qu'on a un peu partout, mais pour l'éclairage public, il y a la 17200, c'est une norme particulière adaptée à l'éclairage extérieur. Alors après, il y a plusieurs autres guides, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une norme concernant les installations d'illumination temporaire, notamment pour les guirlandes, les motifs lumineux ou luminaires. Alors je sais que l'UNACODE fait poser des guirlandes tous les ans sur des lampadaires dans certains quartiers commerçants. Donc c'est une norme qui doit être respectée. Ah bon, là ça marche pas. Bon, c'est toute la série des normes photométriques. Normalement, la page s'en va, mais ça marche pas sous LibreOffice. Donc, il y a une norme européenne sur les objectifs photométriques, la 13201, qui est en cours de révision et qui a inclus dans sa partie 5 un volet énergétique. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent des objectifs photométriques qui nous fixaient le niveau à maintenir, c'est-à-dire le niveau bas. Mais on n'avait pas de limite haute. Maintenant, on va avoir une limite haute, une limite plafond et une limite plancher. Et pour fixer son objectif photométrique, on devrait se situer entre ces deux valeurs. Bon, ce qui permet d'optimiser nos consommations électriques quand on dimensionne nos installations. Alors, en outil de cohérence, il y a le schéma directeur d'aménagement lumière qui existe, le plan lumière et la charte lumière. Ce sont différents termes qu'on existe. Alors la définition du SDAL, ça a été calqué sur celui du SDO, utilisé en urbanisme pour schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il s'agit d'une étude globale à l'échelle d'une ville, d'une ZAC, d'un quartier, et il consiste à une réflexion approfondie sur la lumière urbaine. Analyse de l'existant, principes synoptiques, typologie d'éclairage, composition, la tonalité, c'est-à-dire la température de couleur, les bâtiments, les espaces publics qui sont repérés, qui peuvent être mis en lumière. C'est une définition qui a été faite, qui a été écrite par Roger Narboni dans son bouquin La lumière urbaine aux éditions Le Moniteur. Et le SDAL, c'est pour avoir une vision à long terme, d'une quinzaine d'années. Le plan lumière, ah oui, non, c'est la phase. Bon, excusez-moi. Oui, le SDAL, il y a une phase diagnostique, une phase projet, et il y a une phase opérationnelle que nous avons dû mettre en place, c'est le document d'application, qui permet vraiment de descendre dans le détail ce que nous devons mettre comme matériel, la hauteur, la couleur du mobilier, le type de luminaire. On doit être assez précis, surtout dans les opérations de rénovation. Le plan lumière, la définition, c'est la différence d'un SDAL. Le plan lumière consiste à repérer dans une ville un quartier, un site, les monuments, ouvrages d'art et édifices remarquables à illuminer. L'éclairage, lui, l'éclairage urbain, lui, il passe en second plan à ce moment-là. Le plan lumière permet de dessiner la silhouette nocturne d'une ville à une échéance de 4 ou 6 ans. Donc c'est beaucoup plus court, beaucoup plus opérationnel. Alors voilà quelques planches que nous avons dans le SDAL. On a un SDAL à Nantes qui date de 1993, qui a été réalisé par Roger Narboni, l'agence Concepto. Roger Narboni qui était aussi le concepteur, l'éclairagiste qui accompagnait Italo Rota dans la création du cours des 50 otages. Donc les études photométriques, tout ça a été réalisé par Roger Narboni. Et en 1993, la ville de Nantes lui a confié l'élaboration du schéma directeur d'aménagement lumière avec cette phase projet, la planche synoptique, où on voit sur la première image, c'est la trame vière de l'agglomération avec une densification en allant vers le centre-ville, en partant du périphérique, la ville, le centre-ville, l'hypercentre. Et puis la planche de droite, c'est plus pour tenir compte de la mémoire fluviale de Nantes, avec l'Erdre, la Sèvre et la Loire. Bon, c'est une planche qui nous indique les endroits, les portes aquatiques. Alors ce sont les différents ponts
Il préconisait de les éclairer, les portes de ville, d'hypercentre, afin d'avoir une certaine hiérarchie dans les différents espaces, mais une certaine cohérence. Hein. Par exemple, toutes les portes de l'hypercentre leur trouvaient un traitement lumière adapté, mais cohérent, qui n'est pas une sorte de patchwork d'éclairage. Là, c'est une planche sur la température de couleur des lampes. Donc, en 93, Roger Narboni avait préconisé que les axes principaux de l'agglomération, enfin de Nantes, de la ville de Nantes, soient éclairés en sodium, et puis que le boulevard des 19e et tout le système viaire de centre-ville, avec autour de Fédot, cours de 50 otages, soit éclairé dans une tonalité plus blanche. Et à l'époque, c'était du sodium blanc. Le sodium blanc, on s'est rendu compte, parce qu'à l'époque on n'était peut-être pas forcément sensibilisé, on s'est rendu compte que c'était une lampe énergivore. Elle avait une efficacité lumineuse de 50 lumens par watt par rapport à une sodium qui, elle, est à 100 lumens par watt. Donc vous voyez, il fallait mettre double puissance en sodium blanc qu'en sodium normal pour avoir le même éclairement. Donc on a arrêté cette sodium blanc. Et sont arrivées derrière des lampes de technologie iodure, et on a pu poursuivre quand même le concept proposé. Ça, c'est le document d'application que nous avons en interne, parce qu'on a défini par rue le matériel à mettre en œuvre, la couleur du mobilier. Vous voyez que en éclairage, par exemple là sur la place, le mobilier est vert nantais. C'est une couleur qui a été délibérément choisie. Bon, elle est issue de l'architecte Coutan, et tout le mobilier d'éclairage dans l'hypercentre et sur les axes principaux est de cette couleur-là, le vert nantais. Alors, en termes d'outils de dimensionnement de l'éclairage, quand on veut éclairer un espace, on définit son niveau. Est-ce qu'on veut l'éclairer à 20 lux, à 15 lux, à 10 lux? Est-ce qu'on parle de luminance, si on est sur un axe avec une circulation importante? Ces études-là sont faites sur des outils photométriques de simulation. Là, vous voyez une image qui simule l'éclairage autour d'une église ou bien d'une route. On a des outils maintenant assez puissants qui nous permettent de faire des simulations d'éclairage et qui nous aident à la décision en termes d'investissement. Les documents de référence, là c'est un document de l'AFE qui est en cours de réécriture. C'est les recommandations relatives à l'éclairage des voies publiques. Il y a un document aussi qui parle de vocabulaire, hein, tout le vocabulaire de l'éclairage. Hein, on parle de luxe, de lumen, de candélabres. Il y a eu un document aussi qui a été rédigé qui est intéressant sur les nuisances dues à la lumière, où tous les acteurs de la lumière ont pu s'exprimer, des concepteurs aux éclairagistes, aux fabricants, aux installateurs, aux écologues, voilà, toutes les personnes ont pu s'exprimer sur le thème nuisance lumineuse. Au sein de Nantes Métropole, en 2010, on s'est attaché à rédiger des documents cadres pour qu'on puisse en faire la promotion auprès des acteurs. Alors des acteurs qu'on retrouve, hein, ce sont les aménageurs, la Samoa, Nantes Métropole Aménagement, LOD, déjà auprès des aménageurs pour qu'eux puissent intégrer ces cahiers des charges dans les documents de prescription auprès de leur maître d'œuvre. Donc c'est un document qui reprend les textes normatifs, etc., mais qui est adapté à la sauce locale, avec les contraintes d'organisation, d'accès. Il ne faut pas mettre des lampadaires de 9 mètres si on ne peut pas y aller avec un camion nacelle, enfin des choses assez pratico-pratiques. Donc on a une charte graphique aussi pour l'élaboration des plans. Allô ? Je dois toucher, ouais, c'est pour ça. Merci. On vient de sortir un guide d'exploitation aussi auprès pour que les différents pôles puissent exploiter l'éclairage public comme il faut, avec les délais d'intervention, de maintenance, etc. Pour la connaissance du patrimoine, on a un outil centralisé. Avant cet outil, il y avait autant d'outils que d'opérateurs. Donc on avait 5 installateurs plus le public. On avait 5 outils qui ne parlaient pas entre eux.
On ne pouvait pas faire d'études consolidées. Donc en 2010, on s'est attaché à faire l'acquisition d'un outil centralisé. Alors c'est un outil en full web, hein, c'est-à-dire il n'y a rien à installer sur le poste client. Il suffit de se connecter par un mot de passe et un login. Et donc cet outil est administré en centrale, si bien qu'on a une connaissance centralisée, consolidée et qui s'améliore d'année en année. C'est-à-dire que si on change de contractant, hein, d'opérateur, on a quand même maîtrise des données, ce qui est important à notre avis. On a aussi la gestion de tous les plans de recollement. Alors ce sont tous les plans de détail qui dessinent ou sont dessinés tous les réseaux afin de donner aux entreprises qui interviennent sur le domaine public pour pas qu'ils nous coupent les câbles. Mais c'est la même chose pour tous les autres réseaux. Et puis, alors c'est là où je vais vous parler de l'orthophotoluminoplan. Alors, pourquoi est-ce que nous avons fait une prise de vue aérienne nocturne ? Nantes Métropole a posé sa candidature pour être Green Capital en 2012 et bon, on a été retenu en Green Capital 2014. Par contre, dans le dossier de candidature, il était demandé de décrire la situation actuelle et des développements relatifs à la pollution lumineuse de l'éclairage de la ville pendant la nuit et de fournir une carte de nuit en haute résolution. Et on a eu beau chercher sur les sites de satellites, Spot et tout ça, on n'a jamais trouvé une photo aérienne de nuit. Donc l'idée est restée un peu dans un coin de la tête, et puis en parlant au service informatique DRN, qui est ici, là, aux étages au-dessus, ils ont trouvé l'idée intéressante, et ça a été évoqué auprès de la région dans le cadre du programme Géopal, qui est le portail géomatique de la région. Donc on a une participation de Géopal pour acquérir cette prise de vue aérienne. Donc maintenant on a une photo aérienne qu'on vient de diffuser sur notre site intranet, où on repère les zones qui émettent de la lumière vers le ciel, quoi. On ne voit pas si c'est bien éclairé ou pas, on ne peut pas le voir. Par contre on voit s'il y a de la lumière qui est émise vers le ciel. Donc comme la pollution lumineuse a été intégrée dans le Grenelle de l'environnement comme étant une pollution, et pas une nuisance, mais une pollution, ça va nous aider à concentrer nos actions sur certains espaces et surtout à faire de la pédagogie auprès d'autres acteurs qui émettent de la lumière. On pense notamment aux maraîchers, aux horticulteurs qui ont des serres, on voit pas mal, ça fait des puits de lumière, hein, on voit bien sur Bellevue, sur Orvaux, des vrais puits de lumière quand il y a un peu de brouillard. Autour de l'aéroport, les parkings, hein, c'est pas l'aéroport lui-même, c'est surtout les parkings qui émettent beaucoup de lumière vers le ciel. C'est pas le fait qu'ils soient trop éclairés ou pas assez, on sait même pas, parce qu'on peut avoir des choses, des projecteurs mis à l'envers et ça éclaire pas du tout, mais ça on voit beaucoup de lumière vers le ciel. Il y a des zones de stockage. Et puis il y a aussi des résidences privées qui se sont suréclairées pour être en respect par rapport à la réglementation qui impose dans le cadre de construction d'immeubles pour les cheminements PMR, personnes à mobilité réduite, 20 lux en tout point. Voilà ce qui était écrit dans la réglementation. Sur le site du ministère du Logement, il était écrit que c'était 20 lux moyens qu'il fallait prendre en compte. Bon, c'était pas très officiel. Et puis au 8 décembre 2014, il y a eu un nouvel arrêté. Et maintenant, c'est 20 lux moyens qui sont installés, hein. Donc il faut réduire un peu l'éclairage parce qu'on arrivait vraiment à des choses de surabondance et c'était la course au luxe. Et ça n'avait pas vraiment de sens parce que le PMR, quand il était dans sa résidence, qui circulait à l'intérieur des espaces extérieurs, et il arrivait sur l'espace public et il tombait sur des espaces éclairés à 7 lux et demi, quoi, hein, au lieu de 40 lux ponctuels. Alors un petit zoom sur l'île de Nantes, donc on voit, on peut instruire, regarder un peu plus précisément ce qui s'y passe. Bon, c'est pas de très bonne qualité parce que c'était un extrait d'une photo, mais maintenant avec notre système intranet, un pixel c'est 40 cm au sol, donc on a une précision assez précise qui va nous permettre d'exploiter cette cartographie
Alors, il y a plusieurs usages. À Genève, par exemple, ils ont exploité cette cartographie pour étudier les flux migratoires de la faune. Créer des couloirs écologiques nocturnes. À Rennes, ils ont appelé ça des trams noirs. Alors, on va y travailler là-dessus, on commence à s'intéresser au sujet. Mince, je me suis trompé de sens. Qu'est-ce que je voulais dire sur la photo aérienne? Oui, alors on a parlé du SDAL, du schéma directeur d'aménagement lumière. Donc nous en avons un sur Nantes, un sur Rezé, et sur les 22 autres communes, nous n'avons pas de document de référence de ce type-là. Donc on a proposé d'élaborer un schéma lumière pour l'ensemble de l'agglomération et qu'on a appelé le SCAL. Alors, pourquoi un SCAL? C'est un schéma de cohérence d'aménagement lumière. Donc on est en train d'y travailler et on va aller certainement vers les communes, vers les associations pour recueillir comment est-ce qu'on peut éclairer les espaces à l'usage des habitants. Les éléments constitutifs d'une installation d'éclairage, donc on a toute la partie distribution, production, distribution d'électricité, la partie verte, hein, avec RTE, RDF, et puis donc à partir du réseau de distribution, on alimente une armoire de commande qui est sur le domaine public généralement, avec un compteur, un disjoncteur de branchement, comme chez soi. Donc on est client comme n'importe quel usager. Généralement, ce sont des tarifs bleus, jusqu'à 36 kVA. Ensuite, il y a des circuits de protection et on alimente les différents réseaux, soit aériens, soit souterrains, et avec des luminaires sur façade ou des lampadaires classiques. La commande de l'allumage se fait de plusieurs façons sur Nantes. Hein, là, c'est un autre schéma. Oui, je vais revenir là. La commande de l'allumage se fait soit par cellule photoélectrique qui mesure la luminosité au niveau de chaque armoire, mais il y a des décalages entre chaque armoire, donc on préfère avoir des systèmes centralisés. Sur Nantes, on a le système Pulsadis de RDF, c'est-à-dire c'est une impulsion qui est envoyée sur le réseau et qui permet d'enclencher et de couper l'éclairage quand il faut, quand la luminosité est au bon niveau. Alors un luminaire, il est constitué quoi? Il y a une enveloppe avec une vasque, aujourd'hui vert. On a eu beaucoup de luminaires avec des vasques plastiques à un moment. Maintenant, c'est un peu terminé cette histoire. Le plastique vieillit mal, jaunit, casse, mais on est repassé à du verre avec un effet durable plus important. À l'intérieur de ce luminaire-là, on a un système optique avec une optique ou miroir, avec une lampe qui va se trouver à l'intérieur. La lampe va émettre de façon périphérique sa lumière et va venir se refléter dans le miroir. Le miroir est calculé pour envoyer la lumière où il faut, comme il faut, en fonction du profil à éclairer. Pour faire fonctionner la lampe, il y a ce qu'on appelle un ballast, mais c'est un appareillage, un transformateur qui permet de donner la petite pêche qui suffit pour que la lampe s'allume et reste allumée. Alors, différentes sources, hein. On a des lampes incandescentes, on en a plus en éclairage, hein. Il y en a eu, mais il y a belle lurette, en quelque sorte, qu'il n'y a plus de lampes incandescentes en éclairage. Des tubes fluo, on en a encore quelques-unes. Sodium haute pression, c'est la grande majorité, 75%. Des sodium basse pression, ce sont des lampes à haute efficacité énergétique, mais qui ont une couleur vraiment désagréable. C'est ce qu'on trouvait essentiellement dans les passages souterrains, au niveau de la gare, au niveau de la Trémie Audibert. Dans ces endroits. Maintenant, c'est terminé, on ne met plus ce type de lampe parce que vraiment la couleur est très désagréable. Le mercure haute pression, donc ça c'est banni depuis avril 2015. Et puis on a les halogénures métallisées, iodure métallique, à brûleur quartz ou à brûleur céramique, hein, différents systèmes. J'oubliais que j'avais cette diapo derrière. Des systèmes d'allumage basiques. C'est un interrupteur horaire, hein, qui est un programme, mais ça c'est pas tellement utilisé en éclairage extérieur. On a les horloges astro qui, elles, il y a une courbe d'allumage et d'extinction qui est programmée à l'intérieur du système et qui permet, en fonction de l'heure théorique du coucher de soleil, d'allumer ou de couper l'éclairage.
puis là, c'est le système Pulsadis que nous avons aujourd'hui. Ah, ça marche pas, ça. Mince. Alors là, c'est dommage. Ça marche pas, cette carte. Oui. Bon, là, c'était une courbe. Il y a le fond qui manque. En fait, pour dire que la nuit, le jour dure 8 heures en hiver et en été dure 16h30. Donc on a en fait sur 8766 heures d'heures dans une année, on a 4176 heures où il fait nuit. Donc c'est pour dire que l'espace public est dans la nuit 50% du temps. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout simplement. Alors comment est-ce qu'on gère le temps en termes d'éclairage? On peut réduire l'éclairage au milieu de la nuit. Alors soit on baisse l'intensité lumineuse, soit on le coupe. Il y a des systèmes de... il nous arrive de couper l'éclairage en fonction des études qui sont faites avec les élus des communes concernées. Nous avons commencé d'ailleurs par Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pèlerin, Thoiret, Mauves, ces communes-là. On est passé à la coupure de l'éclairage au cœur de la nuit dans les quartiers résidentiels. On a laissé l'éclairage dans le centre-bourg, les axes structurants et puis dans les zones d'activité. Par contre, dans les autres voies, l'éclairage est coupé entre 0h30 et 5h30 en général. Tout ça pour faire des économies d'énergie et puis c'est sûr, éclairer quand il y a du monde, c'est mieux. La température de couleur, c'est la même carton que tout à l'heure. La température de couleur s'exprime en degrés Kelvin. Donc plus vous êtes bas, à 2900 degrés, même 2000 degrés, c'est le sodium, c'est jaune, c'est très chaud, quoi. Et puis plus vous montez en température, vous arrivez à 6000 degrés, mais c'est une couleur froide. Hein. Plus on monte en température, plus c'est froid en termes de sensation. Aujourd'hui, on est plus sur des températures de couleur autour de 3000 degrés. En termes d'ambiance urbaine, c'est beaucoup plus agréable que le sodium à 2000 degrés. Alors l'éclairage, il contribue à quoi? Il contribue d'abord à la tranquillité publique, à la sécurité publique. Hein. C'est un des enjeux primaires de l'éclairage public, mais ça sert aussi à la valorisation du patrimoine. Donc quelques diapos qui montrent les valorisations de patrimoine, le château des Ducs, le pont Sangor, le quai de la Fosse avec l'église du Sanitas. Là, c'est aussi un patchwork de photos avec la place Royale éclairée en bleu, l'axe Barrière-Man-Verdun qui a fait l'objet d'un concours lumière avec Sylvie Sieg et Pierre Nègre. Et puis on avait fait une cartographie des sites mis en lumière et qu'on va tenir à jour. Alors il y a aussi bien des sites privés que des sites publics, mais tous les sites sont listés, comme quoi il y a quand même pas mal de choses de faites sur Nantes, hein, et tout n'y est pas encore. Hein. Par exemple, la Porte Saint-Pierre, je vais revenir. La Porte Saint-Pierre qui vient d'être terminée n'est pas dessus la carte. Voilà, on a tous ces sites-là qui sont éclairés. Alors aussi bien des sites privés comme le bâtiment des mutuelles à côté du pont Anne de Bretagne, où vous avez une conception lumière par un artiste de Cholet, je ne sais plus son nom, où c'est par rapport à la météo. Hein. Le concept lumière bouge en fonction de la météo du lendemain. Voilà tous les sites qui sont éclairés. Alors, ça c'est un circuit que j'avais proposé à une délégation de Lille qui était venue rendre visite. J'ai pu aussi, l'année dernière, Nantes a accueilli les GNL, les Journées Nationales de la Lumière. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans et qui est organisé par l'AFE, hein, l'Association Française de l'Éclairage. En 2012, donc, le comité régional avec Jean-Claude qui est ici, on a candidaté pour que Nantes puisse accueillir ces GNL. C'est un congrès qui dure 2 jours, même 2 jours et demi, du dimanche soir au mardi soir. Donc ça a eu lieu l'année dernière au mois de septembre.
À cette occasion-là, j'ai pu approcher le service de tourisme de Nantes, un voyage à Nantes, un Niesporas, en l'occurrence, pour lui proposer, enfin pour évoquer avec elle la création d'un circuit touristique nocturne. Et ils avaient ça dans la tête, mais ils n'avaient jamais, comment dire, concrétisé. Donc j'ai pu accompagner les guides pour leur donner des éléments techniques sur les éclairages qui existaient, les mises en lumière, qui a conçu, quelles étaient aussi les choses qui ont fonctionné, d'autres pas, etc. Et ils ont pu inclure dans leur offre de voyage à Nantes le tourisme, enfin le circuit nocturne. Donc maintenant, ça va être renouvelé hein, tous les ans. Il y a des circuits nocturnes qui sont possibles avec Voyage à Nantes. Il suffit de regarder sur leur site et il y a des journées bien définies. Donc ça fonctionne assez bien, ce tourisme nocturne. Et je pense notamment au tourisme nocturne d'affaires, les jours de séminaire, ça marche très bien. Et quelque chose qui a bien fonctionné aussi l'hiver dernier, c'est l'événement de la mise en lumière de la cathédrale avec l'œuvre d'Alain Thomas qui a été projetée sur la cathédrale, qui a quand même rassemblé, je ne sais plus combien de personnes, je crois que c'est 50 000 personnes en quelques jours. C'est un événement très intéressant. L'entreprise qui a réalisé cette mise en lumière est presque voisine, hein, ils sont à côté de Rennes, hein, Saint-Grégoire me semble-t-il. C'est l'entreprise Spectaculaire qui œuvre aussi à Nancy, à Lyon, au Mans et qui font des projections d'images géantes et c'est assez fascinant. Un autre thème que nous devons aussi être vigilants, c'est le choix du mobilier. Hein, quel type de matériel prendre, enfin choisir, dans quel contexte il s'installe. Est-ce qu'on veut un mobilier qui soit très présent, peu présent, qui s'efface? Donc il y a toutes des réflexions. Alors on a au sein de notre direction un architecte qui s'occupe de la qualité urbaine, avec qui on travaille assez régulièrement pour définir un peu le type de mobilier qu'on pourrait mettre à tel ou tel endroit. Donc c'est surtout l'ordonnancement du mobilier pour favoriser le cheminement des piétons, des cyclistes, le stationnement, la vision. Vous voyez là sur l'église par exemple, la petite chapelle, bon, le lampadaire qui est positionné juste devant, c'est pas très judicieux. Bon, il y a des choses comme ça qu'on doit faire attention quand on aménage en termes d'espace public. Et puis, dans les éléments techniques à prendre en compte quand on fait un projet, c'est les effacements de réseaux. Il est vrai que dans bon nombre de rues encore, on a des réseaux aériens, d'éclairage déjà, mais aussi d'électricité, de télécom et de vidéo. Quand il y a un projet d'aménagement, on se pose la question, ou on amène les chefs de projet à se poser la question, faut-il oui ou non effacer? C'est un coût très important qui vient souvent plomber des projets qui n'ont pas pris la mesure du sujet. Mais on a vraiment une qualité d'aménagement dès que les réseaux sont un peu cachés, un peu effacés. C'est quand même plus agréable, on voit entre ces deux photos. Alors pour résumer, donc on éclaire pourquoi? Pour la sécurité et la tranquillité public, pour animer la ville. Et puis cela, il faut le faire en mettant en œuvre la réglementation, notamment tout ce qui est pollution lumineuse. On doit la limiter, donc c'est pas envoyer de la lumière vers le ciel pour que, enfin c'est de l'énergie perdue de toute façon. Les économies d'énergie, on doit y veiller, parce que ce sont aussi des économies financières. Même si on fait des économies d'énergie, on limite la production d'énergie, etc. Mais quand même, au bout du bout, en termes de finances, on doit être assez vigilant. Et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'aux extinctions d'éclairage dans certaines communes qui ont souhaité se pencher sur le dossier. Donc on espère prolonger ces actions afin d'arriver à notre objectif de maîtriser l'augmentation de 30% annoncée en économisant, en limitant nos consommations d'électricité.
Et puis tout ça, il faut le faire en appliquant toujours la devise, éclairer juste, au bon niveau, ce qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Donc quand il faut, c'est la temporalité, on éclaire quand, à quel moment. Et puis on se rend compte quand même qu'on va vers une nouvelle dimension de l'urbanisme lumière, où un des enjeux, c'est de révéler le paysage la nuit. Alors le paysage, c'est pas uniquement la nature, c'est aussi le paysage urbain, l'architecture. Comme là, on voit, c'est un bâtiment éclairé. Donc c'est de mettre en valeur tout ce patrimoine, tout ce paysage. On a, au sein de Nantes Métropole, engagé la réalisation d'une charte d'aménagement et de gestion dans lequel le guide de conception prend sa place, un guide de conception d'éclairage. Et c'est une charte qui est largement partagée avec tous les acteurs, que sont les espaces verts, les aménageurs, les collègues de voirie, les architectes, afin d'arriver à une charte d'aménagement et de conception et de gestion de l'espace public efficiente. Et puis on a un outil à Nantes Métropole qui s'appelle la revue de projet. Donc tous les projets un peu importants passent en revue sur l'aspect patrimonial, je veux dire auprès des services, le service voirie, ouvrage d'art, éclairage, régulation du trafic. Et puis c'est un moment privilégié pour rectifier les différents projets. Un exemple de projet qu'on a mené qu'on est en train de conduire devant le château. Et là, on a commencé à mettre de l'intelligence de l'éclairage. Bon, c'est le miroir d'eau qui est en cours de réalisation, mais déjà, il y a tout le parc qui est aménagé. On avait une problématique sur cet espace, c'est-à-dire que l'architecte souhaitait un éclairage très intimiste, pas trop d'éclairage, avoir des zones d'ombre, quelque chose d'assez poétique. Et puis, comme bon nombre de projets, il y a eu des études sécurité, sûreté, qui ont été faites. Et là, on est arrivé à un constat, c'est qu'il fallait mettre de l'éclairage un peu partout pour pas qu'il y ait de zones de non-droit ou de zones un peu propices à des actes illicites. Donc, plutôt que de mettre un système d'éclairage fixe, on a mis un éclairage à LED qui varie de 0 à 100%. Et qui est programmable au niveau de l'armoire de commande. Donc dans chacun des lampadaires, on a un petit nœud communicant de chez Citylone et on communique par courant porteur entre chaque lampadaire à partir de l'armoire de commande dans lequel il y a un automate qui fixe les plages horaires de fonctionnement. Donc on fonctionne à 100% de la tombée de la nuit jusqu'à 20h. De 20h à 23h, on baisse d'un niveau. De 23h à 4h, on baisse d'un autre niveau, etc. Donc on programme un peu comme on veut. Donc on a mis un petit peu d'intelligence. Et ce système-là est prêt pour aller vers de la télégestion. C'est-à-dire qu'à terme, on pourrait commander à partir d'un ordinateur central, un poste central. Le système d'éclairage est beaucoup plus réactif par rapport aux besoins. Il suffit qu'il y ait une fête, une manifestation culturelle, et puis on peut modifier l'éclairage. Cette diapo, c'est aussi pour dire que l'éclairage public peut être c'est un réseau qui existe, qui est très maillé sur la ville, 94 000 points lumineux, avec des armoires de commande, du réseau électrique. Donc ça peut servir de base à d'autres services, à des services numériques. On voit, mince, ça a changé, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais pourquoi il change? Il veut finir déjà, il veut aller vite. Il y a quelqu'un qui m'accélère là? Non, j'arrive pas à reculer. Il bug à la fin. Encore un, oui, c'est ça.
Donc on a l'armoire de commande à l'origine, là, EP, et puis parcours en porteur, on peut communiquer avec les différents lampadaires qui ont un nœud communicant. Le nœud communicant donc, peut commander l'éclairage, d'abord 0 ou 100%, ou bien différents paliers, mais aussi commander... Ah. Il veut finir avant moi, là. Ah, peut-être. Ah oui, peut-être. Vous les avez temporisés? Non, non, c'est vrai que c'était dans une... Attendez, on va essayer sur PowerPoint si on peut le régler. Je suis désolée. Non, non, mais c'est moi, hein, parce que c'était... Quand j'ai fait l'autre fois, mais... Oui, je sais que c'est en bas, non, mais je regarde si... Ouais. On va faire vite. Donc, on peut commander les illuminations de fête de fin d'année, on peut prendre de la mesure de pollution, on peut gérer des bornes de recharge de vélos électriques ou avoir des mobiliers urbains branchés pour charger son smartphone. On peut faire remonter des informations de compteurs d'eau. On pourrait des compteurs voilà, bon, voilà. Bref, enfin, on peut faire plein de choses en numérique. Et puis, demain, il y a le Li-Fi qui arrive. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, ça n'a pas l'air de bouger, ça. Le Li-Fi, c'est le Wi-Fi par la lumière. C'est-à-dire que la lumière, on peut la faire varier. Ah non, c'est temporisé. Les 3 dernières d'APO sont temporisées. Donc on peut faire varier la lumière à très haute vitesse, avec des 0 et des 1. Et on peut communiquer, en fait, c'est de la fibre optique, mais dans l'espace. Et demain, il y aura des systèmes qui permettront de télécharger à très haute vitesse des systèmes, par des systèmes Li-Fi. Bon, surtout en intérieur que il y a des prévisions de développement. Mais on pourrait imaginer des choses en extérieur, un musée de l'espace public, un musée à l'air libre, où vous pourriez vous présenter devant un monument. Vous êtes coréen, vous voulez avoir une explication du bâtiment, il suffit de vous mettre sur la borne Li-Fi, et puis vous avez directement sur votre smartphone une explication dans votre langue du monument que vous voyez devant vous. Ça peut être des choses assez intéressantes. On peut même aller vers de la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous avez l'appareil photo ou une tablette et puis vous regardez en fait un bâtiment tel qu'il était à l'époque de la construction. Ça peut être des choses aussi ludiques que celle-ci. Voilà pour le Li-Fi. Et puis pour finir, c'est la petite note de fin, c'est la place Gralin qui a été réalisée l'année dernière. Qui était un sujet pas facile à gérer puisque nous avions donc deux maîtrises d'ouvrage sur l'espace, une maîtrise d'ouvrage pour le théâtre qui était la ville de Nantes et une maîtrise d'ouvrage qui était Nantes Métropole pour la place, mais avec aussi 3 maîtrises d'œuvre, une maîtrise d'œuvre pour le théâtre, une maîtrise d'œuvre pour la place à UP Yves Steff et une maîtrise d'œuvre interne pour la mise en lumière des façades des bâtiments, qui était gérée par nos collègues. Donc il a fallu coordonner toutes les actions, etc. Donc là, l'éclairage de la place est entièrement à LED, sauf quelques projecteurs au niveau du théâtre, mais tout l'éclairage est à LED. Les luminaires, ce sont des systèmes à LED. Les éclairages des façades, des systèmes à LED qui sont pilotés individuellement par un système DMX. C'est un système de codage informatique qui permet de faire varier en intensité et puis en intensité et en couleur aussi l'éclairage de la place. Donc ça nous ouvre la possibilité d'avoir un système complètement programmable, dynamique, qui peut évoluer dans le temps. Voilà comment je voulais terminer par la note de Gralin. Bien, merci beaucoup, Monsieur Dany Joly. On peut applaudir notre intervenant. Et donc, on va ouvrir le débat. Qui veut se lancer pour la première question? Guylain de la Gâtinais, qui n'était pas là quand je l'ai cité, mais il est arrivé. Et donc, à lui le micro pour commencer.
Bonsoir Dany, bonsoir président, bonsoir directeur, bonsoir à tous. Je vous ai pas vu, voilà. Salut Brigitte. Donc moi je voulais rebondir sur ce que disait Dany. En plus ça tombe très bien qu'on ait cette carte-là. Je propose, on en avait peut-être rapidement discuté avec Gabriel. C'est, alors pas ce soir, un parce qu'il fait jour et deux qu'il pleut, mais qu'on aille dans les pas du plan Lumière voulu, monter en commun avec le voyage à Nantes et Dany, pour ceux qui veulent, peut-être à la fin juin, enfin à voir, ou à la rentrée, profiteront ainsi du beau temps éventuel. Donc voilà, c'était plus une proposition honnête, hein, et puis voir. Alors on peut effectivement s'amuser à suivre le circuit du voyage à Nantes, et puis comme on est là aussi pour réfléchir, voir ce qu'on peut éventuellement nous améliorer, ce que vous voulez penser et remonter. Il est en effrayant tout ça à Dany. Alors du coup, je pose ma question. Qu'en est-il? Parce que c'est vrai que je me suis pas mis le nez dedans. Parce qu'on me pose souvent la question, l'éclairage de la place Saint-Pierre. Voilà, mais en tant que place, parce qu'on avait évoqué ça rapidement l'année dernière quand Dany, avec mes collègues, m'a formé. Donc savoir si où ça en était, parce qu'il y a une demande, voilà. Alors, maintenant, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 2 ans à peu près, on avait le plan Lumière, avec des parcours qui avaient été définis, parcours autour du château, parcours 18e autour de Gralin, Royal, le parcours contemporain autour de la Cité des Congrès. Enfin, il y avait 5 parcours qui avaient été ciblés. Et puis, on a commencé à mettre en œuvre le parcours 15e, donc, qui se situe entre le Château des Ducs, l'Hôtel de Ville, la cathédrale et Bouffay, dans ce carré-là. Ensuite, l'année suivante, on a lancé le parcours 18e qui se situe entre Gralin et Royal, avec ALC, hein, Architecture Lumière Conseil. Et puis là, il y a eu un point d'arrêt, parce que peut-être que la ville n'a pas bien communiqué sur ces projets-là, qu'il n'y a pas eu forcément le retour escompté par les usagers, qui n'ont peut-être pas forcément tout compris de la subtilité de la mise en lumière du parcours 15e, je ne sais pas. Enfin bon, il y a eu un point d'arrêt. Et puis, on s'est plus penché après sur de la mise en lumière d'opportunités. Il y a eu l'aménagement Fédot, Bouffay et tout ce secteur-là. Donc on a plutôt orienté nos choix ou nos décisions de mise en lumière en fonction des aménagements d'espace public. Tout ça pour dire que si il devait y avoir un éclairage sur la place Saint-Pierre, c'est parce qu'il y aura un aménagement d'espace public. On ne fera pas quelque chose on reverra pas l'éclairage complet de la place sans aménagement d'espace public. Au jour d'aujourd'hui, on a éclairé quand même la façade, parce que c'était en 2009, me semble-t-il, la fin du ravalement de la façade, où il y a eu une mise en lumière un peu événementielle qui a été faite à l'occasion de la fin du ravalement, en décembre. Et puis on avait fait ça vraiment provisoirement, avec des caissons métalliques au sol, des projecteurs, des choses comme ça. Et puis aussitôt que ça a été déposé, on nous a dit, mais attendez, non, vous allez nous le faire de manière définitive. Ce qu'on a réussi, avec des nouveaux produits, des choses comme ça, on a eu un peu de mal quand même, parce que sinon on voulait planter 2 mâts de chaque côté de la cathédrale pour éclairer, mais ça ne l'a pas fait. Et heureusement, donc on a réussi quand même à l'éclairer. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y aura de l'éclairage que s'il y a aménagement d'espace public. Bien, une autre question, oui. André ? Merci. Tu as évoqué dans ton exposé le fait qu'un spécialiste national, M. Narboni, avait participé, sinon conseillé, à l'aspect éclairage public du cours des 50 otages. Je ne connais pas ce monsieur, mais j'ai entendu parler à plusieurs reprises. Ça a tendance à me rassurer, parce que la question que je voulais poser était la suivante. De la même façon que l'opération Tramway, qui a été concomitante à l'aménagement urbain du cours des 50 otages, s'est vu, entre guillemets, imposé par les architectes du cours une plateforme tramway en dalle granit, certes pas mal, mais assez incompatible avec un passage régulier et fréquent de matériel lourd qui s'appelle le tramway, avec 2 lignes en une partie du cours. Même chose pour des abris tramway qui sont
joli à regarder, un peu moins, comment dire, efficient sur le plan de l'abri ou par le temps qu'on connaît ici souvent pour les usagers du réseau. De la même manière, en matière d'éclairage public, je parle surtout des grands mâts qui sont très hauts, mâts d'éclairage, qui sont esthétiquement aussi appréciables. L'efficacité ou l'efficience du éclairage, je n'en parle pas, mais ma question était de savoir si le fait que ce mobilier, qui comme pour le tramway est imposé aux spécialistes de l'éclairage public, peut poser à l'avenir des problèmes de maintenance ou même peut-être de renouvellement si parfois il s'avère nécessaire de les changer. Alors le cours des 50 otages, c'était un peu l'acte charnière entre deux époques. Une époque où la ville faisait tout en interne, en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage. Il y avait très peu d'architectes sur l'espace public. Et le cours des 50 otages est arrivé une équipe d'architectes avec des idées, et ils nous ont quand même bousculés. Avec la création de mobilier, et vous, le tramway, pareil, avec les dalles graniques, ça c'est sûr, hein, et les mobiliers urbains. Donc ça a été fait dans les années 90, 11, hein, à peu près, 50 otages. Mais entre cette date-là et maintenant, il a fallu qu'on mette beaucoup d'énergie à maintenir le matériel. Nos équipes de maintenance ont remplacé les systèmes. C'était des systèmes boîtes à lumière internes aux lampadaires, des boîtes qui chauffaient, qui cramaient. Il a fallu tout remplacer avec des nouvelles technologies. Donc maintenant, il y a des systèmes à LED qui sont intégrés dans les corolles, par exemple. Les lampes des grands mâts, par exemple, c'était du sodium blanc. Et tout est passé en sodium confort. On a doublé le flux lumineux parce qu'on avait aussi des problématiques de vision quand même si c'était fait par un éclairagiste. Mais c'était les prémices de conception lumière quand même. Hein. C'était pas aussi abouti que maintenant. Mais il nous a fallu beaucoup de budget, beaucoup d'énergie pour maintenir le mobilier dans l'état. Les lampadaires ont été remplacés, ressoudés, parce qu'il y avait une incompatibilité de matériaux entre le fût et la semelle, par exemple, sur les mâts corolles. Il a fallu refaire tout ça. Chapeau, moi je tire mon chapeau aux collègues qui ont su maintenir cette installation dans l'état, et pour respecter le concept d'origine surtout. Et ça, j'y tiens à ce qu'on respecte le concept d'origine dans les mises en valeur. C'est pas parce qu'on revoit, qu'on maintient, et qu'il faut faire évoluer le concept. Il faut respecter un peu l'image d'origine. Merci. Une autre. Moi, je veux bien en poser une sur ce qui remonte des attentes des gens, parce qu'on sait que les collectivités reçoivent beaucoup de réclamations ou de commentaires sur tous les services publics, qu'il s'agisse de la propreté, des déchets. Qu'est-ce qui remonte sur l'éclairage? De quoi se plaignent les gens ou pas, ou de quoi ils sont contents? Les réactions sont souvent immédiates. C'est pas des réactions, oui, avant-hier ou la semaine dernière, je voyais mal, ou j'étais pas très. C'est souvent dans l'immédiateté, quoi. Et d'ailleurs, les enquêtes qui sont faites sur les diagnostics nocturnes sont faites souvent sur le site et de nuit. Parce qu'on n'a pas la mémoire de ce qu'on a vu hier, par exemple hier soir. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont perturbé au niveau éclairage? C'est pas évident à sortir. Autrement, qu'est-ce qui ressort? C'est souvent moi je vois pas pour mettre la clé dans ma serrure. Il y a des nids de poules, je les ai pas vus en vélo. Voilà, il y a des choses comme ça qui ressortent. Mais globalement, c'est assez positif le ressenti de l'éclairage à Nantes. Et on vient de sortir d'une évaluation dans le cadre de l'évaluation du plan climat territorial. Il y a eu quelques questions sur la partie éclairage où raisonnablement, c'est assez. Il y a un bon écho, un bon retour sur la qualité de l'éclairage. Dans le prolongement, moi je vais poser une question. Il y a des systèmes d'économie d'énergie, alors je ne sais pas s'ils sont mis en œuvre sur Nantes Métropole, qui ont consisté à, par exemple, éteindre un lampadaire sur deux à partir d'une certaine heure, ou baisser la tension pour diminuer la consommation.
il me semble que quand on éteint un lampadaire sur 2, il y a des gens qui réagissent en disant il y a un lampadaire en panne devant chez moi. Enfin, il y a ce type de réaction. Vous n'avez pas de... Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un système qui fonctionne à Nantes. Hein. On a environ un lampadaire sur 3 qui sont coupés en dehors de l'hypercentre. Par contre, on a des réclamations régulières de gens qui disent je comprends pas, le lampadaire en face chez moi il s'éteint, c'est pas normal, pourquoi le voisin il est allumé et pas moi. Donc on le passe en permanent, on change le fonctionnement de son luminaire, si bien qu'après il n'y a plus vraiment de cohérence. Mais c'est pas un système dont on fait la promotion maintenant. On abandonne ça parce que après Faille, par exemple, ils ont fait plusieurs systèmes de réduction d'éclairage, dont celui-là, de couper un luminaire sur 2. Ça n'existait pas avant. Il y a eu un très mauvais sentiment de la part des riverains. Donc ils ont abandonné cette solution-là. Donc c'est pas une solution dont on fait la promotion à Nantes. Par contre, la réduction de l'intensité, généralement, on ne s'en rend pas compte. Bon, ça nécessite des investissements assez importants. Mais sur des installations les plus énergivores, on propose de le faire. Et il nous manque le financement, quoi. Il faut investir pour économiser. Jean-Claude, oui. Tout à l'heure, vous avez présenté une diapo avec une vision nocturne de Nantes où les ponts étaient particulièrement bien éclairés. Il y a un pont à Nantes qui a été bien éclairé à une certaine époque. C'était même assez superbe quand on le voyait en fréquentant le périphérique. C'est le pont de Cheviré. Et le pont de Cheviré, apparemment, n'est pas éclairé depuis je ne sais combien de temps. Alors finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un éclairage, ou si on peut s'en passer pendant aussi longtemps, on peut se dire qu'on peut faire des économies alors très très importantes. Alors, le pont de Cheviré, il a été éclairé à son origine. Après, au bout de quelques années, il y a eu quelques problèmes de maintenance, des câbles volés, ce qui est un fléau, hein, faut le dire, et des câbles qui ont été mangés par des rongeurs. Caoutchouc naturel, ils adorent ça. Donc, sur le pont de Cheviré, il y a eu des problèmes de dysfonctionnement. Le pont de Cheviré, enfin tout le périphérique, a été classé dans le domaine État en 2006, je crois, ou je ne sais plus. Il y a eu un arrêté préfectoral. Donc, c'est un domaine qui ne nous est pas dévolu, c'est pas notre territoire, c'est pas notre domaine, c'est le domaine de l'État. Et l'État a décidé de ne plus éclairer le périphérique du tout. Donc c'est pour ça que quand on a fait le transfert du périphérique Est, qui lui était à Nantes Métropole, aussitôt rétrocédé, l'État a décidé de ne plus l'éclairer. Donc, en disant il n'y a pas plus d'accidents qu'avant, je ne sais pas. Je veux pas. Mais par contre, on reçoit beaucoup de réclamations qu'on renvoie à la DIRO, Direction interrégionale des routes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'actions. Bon, il y a certainement des portions du périphérique qui n'étaient pas nécessaires d'éclairer parce qu'on n'a aucun risque. On est dans un tuyau, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bretelles, pourquoi pas. Mais quand on arrive dans les quartiers de la Beaujoire, où quand même c'est assez serré, on roule assez vite, enfin, voilà. Là, on peut se poser des questions s'il ne faut pas réellement éclairer. Ou même à l'échangeur au nord, là, où quand il pleut, on a l'impression d'être sur un tarmac, on ne sait plus où est la voirie, on ne sait plus où on se retrouve. Il y a quand même un sujet. Moi, c'est personnel aussi. Guilain ? Oui, au niveau de la transition énergétique, on parlait de Préfaille tout à l'heure, il y a eu une expérience à la Bernerie où le maire avait baissé les mâts des lampadaires de 4 à 6 mètres. Alors est-ce que ça joue ou... Qu'en est-il? Enfin, après, c'est Dubois, c'était le fils du coiffeur, alors couper les tiges, je ne sais pas, c'est peut-être dans les gènes, mais voilà. Il les a baissés de 6 à 4. Ouais, donc... Je ne connais pas le dossier, mais en fait, il y a des règles assez simples, enfin, avec les anciens produits, les produits standards. La hauteur du mât était égale à la largeur de la chaussée éclairée. Donc à peu près. On avait une chaussée de 6 mètres, on mettait 6 mètres plus 1 mètre, donc 7 mètres. Et après, l'espacement entre les lampadaires, c'était 3,5 fois la hauteur. Voilà. C'était une règle assez simple, avec des luminaires tels qu'ils existaient il y a 5 ou 10 ans.
Maintenant, avec les luminaires LED, on arrive à avoir des sacrées performances où on peut aller jusqu'à des espacements assez importants et des profondeurs de tir assez importants. Et là, on est en train d'expérimenter sur Boulevard Jules Verne, où on a des mâts de 9 mètres aujourd'hui en 250 watts, mais qui sont noyés dans la frondaison. Ils sont dans les arbres, donc ça éclaire très mal. La piste cyclable qui est sur le bord, on passe de zone éclairée à zone complètement sombre. Le trottoir, il n'est pas éclairé. Donc là, on est en train d'étudier une solution à 6 mètres, en conservant les espacements. Donc on est à 40 mètres d'espacement. Avec des luminaires LED, les études nous montrent qu'on peut y arriver. Donc on va expérimenter, on va en installer 2 là, très prochainement. Et puis on va passer toute cette partie-là en luminaire LED. Jean Drogo. Oui, en ce qui concerne la vernerie, donc les poteaux ont été rabaissés, mais aussi la lumière est pas tamisée, mais baissée aussi pendant la nuit. Mais il y a des anneaux lumineux à 1 mètre sur chaque poteau, et c'est très très utile. Un anneau lumineux, donc les piétons peuvent suivre d'anneau en anneau, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On passe à une fonction d'éclairage, à une fonction de balisage, et on l'a mis en œuvre sur Nantes Métropole, sur Orvaux, sur Saint-Herblain, sur des cheminements piétons, où en fait l'éclairage est coupé, et puis on maintient quand même cette collerette lumineuse à un certain niveau. Donc c'est une société de Vertou qui fabrique ce système-là. Oui, une nouvelle question. Sorinière, pardon, pas Vertou. Donc moi j'avais 2 questions. La première, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous parliez de lampes qui étaient très énergivores, qui n'étaient plus commercialisables. Par contre, vous aviez des stocks. Et donc je voulais savoir si vous utilisiez ces stocks ou si, pour des soucis d'économie d'énergie, vous étiez passé direct, enfin si vous aviez abandonné ce type de lampes pour passer à des choses plus efficaces. Non, on a des stocks de lampes. En fait, ces technologies de lampes à vapeur de mercure, ce sont des lampes, on ne peut pas les remplacer en lieu et place par une autre, quoi. C'est pas comme les lampes chez soi où on passe d'une lampe incandescence à une lampe à LED ou une lampe fluo compacte. Là, il faut changer tout le système, le transformateur, enfin le ballast derrière, à minima. Donc, soit on change le ballast, soit on change le luminaire complet, soit on change le luminaire et le support. Donc, c'est des coûts d'investissement assez importants. Enfin, pour être très clair, on a estimé cette mesure imposée par la réglementation européenne à 4,9 millions d'investissement. Il nous reste encore 3 millions à mettre sur la table pour arriver à supprimer toutes les lampes à vapeur de mercure sur Nantes Métropole. Il nous en reste encore 4 000. D'accord. J'avais encore une question sur l'enfouissement des réseaux. Il y a des endroits où on constate des travaux qui sont faits par divers opérateurs les uns après les autres, qui creusent des tranchées dans les routes pour installer leur câblage. Et donc, à chaque fois, on se demande un petit peu si ce n'était pas l'occasion, justement, d'enfouir un petit peu directement tous les réseaux en même temps. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des plans sur le long terme qui sont prévus pour que tout ça aille plutôt dans le bon sens? Alors c'est un peu l'objet de la revue de projet qu'on a mis en place depuis 2 ans à la direction d'espace public, où tous les projets d'aménagement passent en revue et le volet effacement de réseau est évoqué. Bon, forcément on passe pas à côté, on passe peut-être à côté de certains travaux qui pourraient être l'opportunité d'accompagner ces travaux-là par de l'effacement de réseau. Mais souvent, c'est de la programmation de décision, programmation financière, qu'il faut faire très en amont de l'opérationnel. Et il nous arrive parfois d'apprendre que les travaux vont commencer dans l'année, dans 6 mois, et c'est trop tard pour obtenir le budget, pour accompagner, et surtout obtenir la décision, quoi. Parce qu'on a un guide des effacements de réseau qui nous permet de donner un avis sur l'opportunité d'effacer ou pas. Bon, est-ce qu'on efface, est-ce qu'on n'efface pas? Il y a certaines rues où c'est pas forcément nécessaire. Bon, on n'a pas une qualité esthétique extraordinaire, mais il y a des enjeux sur des places, sur des axes principaux, des entrées de ville où l'effacement de réseau peut être un enjeu important. Alors, moi, j'ai 2 questions. S'il n'y en a pas... Si, il y en aura encore une. Alors, je voulais juste peut-être intervenir avant que les gens partent. J'ai mis là des exemplaires d'un bouquin que nous avons édité à l'occasion des JNL.
des Journées nationales de la lumière. Donc c'est un recueil d'éclairage, de photos d'éclairage. Alors d'éclairage aussi bien intérieur, extérieur, sportif. Et ce sont des réalisations sur la région. Donc il y a la Baule, il y a Angers, il y a plein de choses comme ça. Donc ça s'appelle Lumière d'Ouest Atlantique. C'était fait avec un éditeur Light-Zoom Lumière, avec le soutien d'EDF d'ailleurs, Alain Lemestre, qui nous a aidé à monter ce dossier-là. Et ce sont de très belles réalisations. Donc j'en ai quelques exemplaires là. N'hésitez pas à vous servir. Et puis j'ai un autre document qui s'appelle Éclairage public. Vous avez des questions, l'Association française de l'éclairage vous apporte des réponses. C'est un fascicule qui a été réalisé à l'occasion du Salon des maires l'année dernière et qui permet aux maires, aux élus qui sont venus au Salon des maires, d'avoir des réponses à certaines questions sur l'éclairage des classes, par exemple, sur l'éclairage public, les marchés, le recyclage des lampes, matériel. Enfin, il y a plein de documents très intéressants de vulgarisation de l'éclairage par la FE. Donc il y en a quelques exemplaires là aussi. Voilà. Et vous aurez l'orthophotoluminoplan dans le petit bouquin noir. Alors moi j'avais deux questions. Vous n'avez pas évoqué ce qui, en tout cas, a paru se développer, les lampadaires autonomes. C'est-à-dire alimentés par, évidemment, l'énergie renouvelable, essentiellement le solaire. Est-ce que ce sont des produits qui ont un avenir et quelle est la politique de Nantes Métropole par rapport à ça? Puis j'ai une deuxième question. De façon assez unanime, et depuis les lampadaires à gaz, si je puis dire, les lampadaires sont en hauteur. Mais on n'a jamais pensé à faire de l'éclairage public au niveau du sol. Éclairer les trottoirs, il n'y a pas d'expérience de cette nature? Ma connaissance. Alors pour la première question, sur l'éclairage renouvelable, enfin l'éclairage autonome, nous avons testé des systèmes d'éclairage autonome, notamment à Saint-Aignan et à Boueil. Alors on a mis des systèmes autonomes d'éclairage solaire et éolien pour renforcer l'éclairage au niveau d'arrêt de car. Bon, ça c'est un certain coût d'investissement important. En coût global, c'était pas rentable par rapport à une solution classique. C'est-à-dire qu'à proximité, on avait le réseau électrique qui passait. Il suffisait de faire peut-être 10 mètres de tranchée et on se raccordait sur le poteau qui était juste à côté. Donc c'était pas forcément économiquement rentable. Par contre, bon, on l'a fait pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais dans des temps très réduits. Alors comme ce sont pour des arrêts de car, ça fonctionne 2 heures le soir et 2 heures le matin. Parce que ça recharge les batteries. Et puis malheureusement, on a besoin d'éclairage quand on a moins de soleil pour produire de l'énergie. Et ça, c'est comme ça. Et puis la petite éolienne, bon, c'était vraiment accessoire. Il y a eu un lotissement aussi qui a été fait en solaire autonome, mais ça nécessite des mâts assez monstrueux pour contenir les batteries et surtout pour tenir la prise au vent due à la présence des panneaux solaires. Il ne faut pas que ça bouge de trop, etc. Donc c'est un coût de génie civil et de fabrication assez important, mais ça fonctionne. Économiquement, je ne suis pas sûr qu'on soit au top, parce que de toute façon, dans le lotissement, il y avait déjà des tranchées de passé pour passer l'eau, l'assainissement, l'électricité et le téléphone. Donc le fait de mettre du solaire dans un lotissement, économiquement, ça ne me semblait pas très rentable. Donc on a quand même expérimenté. Là où il y aurait un intérêt de mettre du solaire autonome, c'est sur les aires de covoiturage. On en voit quelques-uns, hein. Le département en a mis en place, notamment à Gévrine, là j'en ai en tête, où c'est des zones éloignées des réseaux de distribution électrique. Là, auquel cas, ça peut être intéressant d'avoir des systèmes solaires ou éoliens autonomes. Voilà. Donc on y réfléchit, mais leur développement est surtout dans des zones isolées ou bien dans les pays où il y a
pas de réseau électrique et la lumière dans ces pays-là est très importante parce que ça permet de pouvoir lire, de pouvoir se cultiver et de pouvoir vivre plus longtemps le soir. La deuxième question, c'était l'éclairage au sol. L'éclairage au sol. Alors l'éclairage au sol, non, mais c'est pas forcément une mauvaise réflexion. C'est vrai qu'il vaut mieux éclairer de haut en bas, parce que sinon on va envoyer vers le ciel. Mais par contre, il y a des recherches avec le CEREMA sur la nature des matériaux et le comportement des matériaux par rapport à la réflexion de la lumière, notamment aux abords d'abribus. Il y a une étude qui va être lancée très prochainement et on va peut-être s'inscrire dans cette démarche-là pour expérimenter. Jean-Claude. Oui, il y a un monument dans la région que je trouve superbement éclairé, enfin qui n'est pas sur le territoire de Nantes Métropole, qui est à Saint-Fiacre-sur-Maine. Et l'église de Saint-Fiacre-sur-Maine est vraiment splendide. Enfin, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de voir. Il y a une mise en valeur de cette église byzantine avec clocheton, etc., en plusieurs couleurs. Et vraiment, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Alors, je voulais savoir, qui est à l'initiative dans ce domaine-là? C'est la commune? Est-ce qu'il y a l'intervention d'autorités administratives au niveau du patrimoine, etc. Enfin, je veux dire, quelle est la marge de manœuvre qui existe à ce niveau-là? Alors, je pense, Saint-Fiacre, je connais un petit peu. Ça fait l'objet d'un aménagement de centre-bourg avec des effacements de réseau. Les effacements de réseau étaient pilotés par le CIDELA, le syndicat départemental d'électrification. Je pense que c'est la commune qui a écrit le programme, qui voulait avoir une valorisation de son espace, éclairer l'église, etc. Donc après, la maîtrise d'ouvrage a été, je pense, réalisée par le CIDELA, syndicat départemental. Après les autorisations administratives, je ne sais pas si c'est un monument classé, inscrit, etc. Alors il faut sûrement s'adresser aux ABF ou à l'architecte en chef des monuments historiques. Tout dépend de quel niveau, dans quelle strate on se situe, quoi. Je connais pas précisément. Dans certains quartiers, il y a des pannes d'éclairage public qui sont plus ou moins longues. Et dans certains cas, j'ai vu ces pannes durer plusieurs jours. Avez-vous des contraintes sur la durée des pannes et les réparer? Alors, ce que nous avons comme délai contractuel avec les opérateurs de maintenance aujourd'hui, si c'est une panne de tout un secteur, il doit y avoir une intervention dans les 24 heures, dans la journée qui suit. Si c'est un point lumineux seul en panne, c'est 72 heures. S'il y a un problème d'urgence, c'est-à-dire une insécurité avérée, un lampadaire qui est tombé sur la chaussée, etc., c'est sous 1 heure. Voilà les délais aujourd'hui. On va certainement évoluer. Alors pour les délais courts, ça va rester la même chose. Pour les points lumineux isolés, on va passer à 5 jours ouvrés, le temps de dépannage, le temps d'intervention. Au jour d'aujourd'hui, alors c'est à partir du moment où c'est signalé. C'est vrai que si c'est 3 semaines sans avoir été signalé, alors il y a des rondes nocturnes aussi qui sont faites, mais pour un peu que ça tombe entre 2 tournées ou que la tournée est mal faite, ça peut arriver, parce que ça aussi, on ne contrôle pas forcément tout. S'il y a une panne entre alors c'est vraiment entre la date, l'heure de signalement, le moment de signalement, et le moment d'intervention qu'on compte ce délai-là. Mais alors, il va y avoir une application qui va s'appeler Nantes dans ma poche, une application smartphone, où il y aura la possibilité pour tout le monde de signaler un défaut d'éclairage, un nid de poule, un panneau tordu, etc. Ce sera horodaté, ce sera envoyé vers le bon service avec un traitement derrière plus efficient. Mais on compte sur les usagers, le citoyen, pour nous aider à bien gérer notre ville, quoi. On ne va pas mettre des systèmes télégérés où dès qu'il y a une lampe qui est en panne, pouf, il y a un petit voyant qui s'allume. Non, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, encore une question. Alors, moi j'ai eu une panne dans ma rue. Je pense que l'éclairage public, c'est beaucoup du moi-je, au final. C'est ce qu'il y a devant sa porte. Mais c'est avec les moi-je qu'on fait une politique dans une ville. Et moi, je fais partie des gens qui étaient très contents qu'il y ait une panne d'éclairage dans ma rue. Très content, mais vraiment très content. Et je pense qu'on est quand même nombreux à voir l'éclairage public comme du gaspillage. Sauf bien sûr dans les endroits
un rond-point, enfin les endroits qui nécessitent vraiment de la sécurité. Du coup, j'ai entendu le fait que vous aviez éteint certains lampadaires et que on pouvait vous appeler et puis demander de les rallumer. En gros, pour faire court. Et moi, je rêverais de pouvoir éteindre celui qui éclaire mon jardin et qui empêche mes tomates de pousser. Non, qu'ils font pousser jour et nuit. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui disait que les tomates avaient besoin de 8 heures. Enfin, il y avait un gène qui avait été identifié qui disait qu'il fallait 8 heures d'obscurité pour pouvoir pousser. Donc, voilà, du coup... Donc c'est très moi-je, hein, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui voit vraiment ses impôts s'envoler en fumée dans l'éclairage public. Et moi j'aimerais bien savoir comment il est possible d'influer sur mon maire pour en gros le forcer à prendre cette question-là à bras-le-corps et puis éviter le gaspillage de l'argent public et de l'énergie qui est en train de disparaître. Il y a toujours la solution de l'envoyer quelques tomates en pleine figure. Hein. Oui. Alors. Pardon. Oui, c'est un débat, quoi. Il faut le susciter, je ne sais pas, faut agir auprès des élus, effectivement. Bon, avec le conseil des citoyens, conseil des usagers, il faut être dans toutes ces strates, il faut faire bouger les choses. Il faut pouvoir y être sélectionné, malheureusement. Oui, mais là, à l'est de Nantes, moi, je ne connais pas. Ok, oui, il y a encore une question. Alors, il y a Monsieur Auger. Monsieur... Oui, nous avons parlé, vous avez parlé de Nantes illuminée. Est-ce que vous avez un plan de défense passive ? En cas de guerre, quoi, hein, si je comprends. Non, ça me parle pas. Non. En cas de conflit, on demande en général que les villes ne soient pas repérables. Ah ouais, mais maintenant, avec les GPS, on doit pouvoir les retrouver. Je sais pas. On n'a pas été interpellé par le ministère de l'Intérieur sur ce sujet. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais enfin, s'il faut éteindre, hein, ça peut se faire assez rapidement. Et encore Oui, alors moi je reviens justement suite à la question du collègue là, sur l'éclairage pour les tomates, parce que ça m'a bien plu. Non, moi je pense que justement avec ce que j'ai entendu ce soir, je vois les efforts qui sont faits justement, notamment pour avoir la meilleure lumière et les économies d'énergie. Parce qu'il y a un certain nombre d'années, ce n'était pas du tout ça ce qui se dessinait. Quand on voit par exemple en Belgique les autoroutes qui sont éclairées, malgré tout, il y a quand même des nids de poules et ça ne permet pas forcément de les voir toujours. Donc moi je vois là que c'était quand même des sources de gaspillage là pour le coup. Et puis quand on voit les pollutions lumineuses que maintenant on commence à s'intéresser au niveau mondial quand même, de la responsabilité qu'on a de ne pas trop éclairer le ciel quand même. Donc moi parce que d'autres veulent contempler les étoiles et ainsi de suite, et d'ailleurs on doit respecter. Donc moi j'ai bien aimé justement cette recherche permanente d'avoir le meilleur résultat possible avec justement cet aspect économie en permanence présent à l'esprit. Donc voilà, c'était pas une question, c'était pour dire ma satisfaction de ce que j'ai vu ce soir, entendu ce soir. Merci. Très bien, ben, ça va finalement faire la conclusion de notre échange. Je pense que effectivement, peut-être maintenant, quand vous allez vous balader un petit peu en ville, vous serez un peu plus attentif à cet éclairage public. On n'y porte pas attention, on se balade et quelquefois on n'a pas idée de tout ce qui est fait derrière pour à la fois améliorer l'éclairage, les conditions de sécurité et en même temps essayer de maîtriser des consommations d'énergie auxquelles il faut faire attention. Donc je voudrais remercier Monsieur Dany Joly. Pardon, allez-y, oui. J'ai oublié de parler de ce bouquin-là. C'est un bouquin qui a été écrit par l'association Lucie, qui est une association des villes internationales, Lumière, dont Lyon, Toulouse, pas Nantes, mais bon, peut-être un jour. Et ça a été écrit et c'est un bouquin qui concerne concevoir la lumière comme un levier de développement touristique. Et notamment lors des JNL, ça a été un sujet.
Par contre, on n'a pas réussi à trouver un interlocuteur, enfin un conférencier régional pour évoquer le sujet. C'est un petit peu dommage pour justement mesurer les retombées économiques d'un éclairage de qualité, de valorisation de patrimoine sur Nantes. C'est un petit peu dommage. Par contre, Chartres, qui est très en avance, qui a bien établi un plan lumière touristique, ils ont des éléments chiffrés de création d'hôtels, de nombre de nuitées. C'est assez bluffant. Le tourisme d'affaires est quelque chose d'assez important au niveau développement économique. C'est un bouquin assez intéressant. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, Concevoir la lumière comme un levier de développement touristique, il est aux éditions Atout France par Lucie. Voilà. Merci, je pense qu'on peut applaudir Monsieur Dany Joly.